Ce que je prévois aujourd'hui, c'est de vous faire du shadow mapping euh, en partant de zéro. Alors il est probable que ça dure 2 séances, le shadow mapping, parce que c'est quand même assez... Enfin, je suis pas optimiste au point de dire qu'en 1 heure et quart, là, ce qui nous reste, je vais pouvoir vous faire le shadow mapping correctement, étape par étape. Donc, de quoi il s'agit déjà? D'ombres portées. Hein, ça s'appelle des ombres portées. Ça veut dire l'ombre d'un objet sur un autre ou sur lui-même. Donc si on a un plan comme ça, et disons un objet type un tore, il y a du self, l'ombre propre du self shading de l'objet. Donc prenons une lumière par ici. Et l'ombre portée, c'est le fait de dire l'éclairage fait que l'ombre de cet objet se porte euh, sur les, sur les autres objets ou sur l'objet lui-même. Et donc c'est ça qu'on appelle l'ombre portée. Ici, je dessine une lumière qui est directionnelle en mettant les 3 flèches dans la même direction. J'ai une ombre portée qui est où les rayons sont parallèles. Euh, les rayons qui mènent vers l'ombre sont parallèles. Et en gros, l'idée du shadow mapping, c'est que shadow mapping, ça veut dire vous générez une map. Ça veut dire créer une map d'ombre, une carte d'ombre. D'ombre, il manque un M ici, d'ombre. Bon, vous aurez compris. O-M-B-R-E-S. Bon, donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un rendu qui va utiliser la technique de shadow mapping, on va d'abord faire un rendu qui va calculer la map d'ombre, et ensuite, dans un deuxième temps, on exploite ce rendu qui a calculé une map d'ombre pour créer l'ombre dans la scène, en 2 étapes. Ça fait partie des techniques de deferred rendering rendu différé, parce que justement, on va faire ça en plusieurs étapes. Qu'on va construire des maps à droite à gauche, et enfin on va fusionner ces contenus pour avoir l'image finale. Donc ici j'ai fait un dessin dans lequel la lumière est directionnelle, mais j'aurais pu très bien dire en fait elle n'est pas directionnelle, elle est positionnelle, et la lumière part dans toutes les directions à partir de l'objet. Et là, on pourrait imaginer que l'ombre soit un tout petit peu plus déformée. Ça, c'est le premier point. L'ombre est légèrement plus déformée parce que lumière positionnelle. Donc ça, c'est le premier point à comprendre, c'est que quand je fais du shadow mapping, en réalité, ici, j'ai un frustum. Donc à cet endroit-là, c'est comme si j'avais un œil qui regardait la scène, et qu'au travers de cet œil, en vrai, je le redessine ici, cet œil soit regarde la scène, alors ça va être compliqué, je dessine un truc propre, mais je vais essayer, j'ai du mal là. J'ai vraiment du mal à... Déjà, je pense que j'ai mal dessiné. Non, attends. Pour bien vous faire comprendre, le dessin là, il est vachement important. Plutôt comme ça. Donc si votre œil est là, hein, c'est comme si regardait la scène au travers d'un frustum. Hein, vous aurez plus ou moins compris. Hein.
même si mon dessin est horrible. L'œil se place donc au niveau de l'éclairage, ou à un niveau qui correspond plus ou moins à l'éclairage, et il voit la scène au travers d'un frostum, et cette scène est dessinée dans une map. Cette scène va dans une map qu'on appelle la shadow map. La shadow map. Alors c'est un peu plus délicat de mettre en place un frostum au niveau de la lumière et bien régler les choses pour bien générer la shadow map. Et c'est un peu plus facile de dire mon environnement, mon œil est là et mon environnement est orthogonal. Et en gros, tout ce qui vient à l'œil, il vient de manière parallèle. Et en vrai, j'ai un volume orthogonal, qui peut être très gros si je veux. Hein. Et donc, j'englobe l'œil dans le volume orthogonal et je vois tout. Donc ça, c'est la situation hyper simple. Il faut juste que l'œil regarde dans la bonne direction. Que la taille du volume ne soit pas trop grosse par rapport à la scène qu'on veut rendre. Et c'est tout. Par contre, quand vous êtes en volume perspective, il faut régler la perspective pour qu'elle ne soit pas trop large ou trop étriquée. Si elle est trop étriquée, il va manquer des morceaux d'ombre. Si elle est trop large, l'ombre va être toute petite dans un truc très gros. Hein, le défaut du mapping, c'est qu'il faut imaginer du point de vue de la lumière ce que ça va donner. Hein, on va essayer d'imaginer cette scène du point de vue de la lumière. Donc vous êtes en train de voir, le Thor de face. En quelque sorte, hein, vous voyez ça. Vous vous mettez à la place de l'œil et vous la voyez à peu près comme ça. Avec du coup la fuite verte là-bas. Je sais pas si c'est ok. Ça va? Donc, vous êtes réellement ici, vous voyez la scène comme ça. Ça c'est vous. Mais la lumière, elle est là et elle voit la scène comme ça. Et l'idée est de venir dans une map, aller flaguer des pixels, des texels, pour dire c'est de l'ombre. Enfin, c'est de l'ombre. C'est un objet qui a une certaine distance, au fait. Cette map, au fait, c'est une map de distance. Donc, on enregistre des distances à la caméra, de la depth. Et ensuite, cette depth, on va l'exploiter dans un deuxième tour. Bon, disons que la première partie de notre travail, c'est de faire en sorte d'avoir et ça. Et ensuite, on verra comment exploiter les deux. Donc, vérifier juste qu'on a bien fait le pipe de manière à enregistrer ça quelque part, et voir que les deux sont OK, avant de voir comment on les mélange tous les deux pour les exploiter. Peut-être ça ne sert à rien de parler de la suite tout de suite. Si, quand même un peu, je sais pas. L'idée, c'est que dans un deuxième temps, en fait, vous refaites la même chose, mais du point de vue de la caméra, que vous allez, en même temps que vous faites ce rendu, vous faites un calcul au niveau de chaque fragment visible qui refait les calculs de ce point de vue-là. Et tous les fragments visibles vont se retrouver à une coordonnée ici, sur cette map. Alors cette map, elle va être plutôt une image. Le fragment, alors, prenons un exemple réel. Le fragment qui est là, c'est le fragment qui est là. Donc le fragment qui est là est vu du point de vue de la caméra, mais il est vu aussi du point de vue de la shadow map. Et donc comme j'arrive à l'identifier, je peux demander finalement, est-ce que tu es devant la shadow, tous les points là, ou derrière la shadow. Si tu es devant, tu es éclairé. Si tu es derrière, tu es à, l'ombre. Voilà en gros ce qui va se passer après. Ça, c'est la suite.
Le défaut de la technique, c'est que si vous avez ouvert votre frustum vraiment largement, ce résultat va être tout petit dans la map rendue. Alors, je le fais à côté là. Il va être tout petit comme ça. D'accord? Et du coup, le texel, il est gros là. Vous voyez? Et vous avez très peu d'informations. Et votre map, vous ne l'exploitez pas bien. Votre ombre, qui sera résultante ici, elle va être pixelisée. Donc, un point très important, en fait, c'est de régler le frustum de l'éclairage de manière à bien cloisonner le contenu que vous voyez d'ici. Faire en sorte que ce frustum-là, en fait, ne voit pas plus, ne voit pas moins que celui-là. Bon, en gros, vous le faites soit un peu à la main, soit il faut faire des calculs géométriques qui permettent d'automatiser la chose. Et ensuite, donc, vous allez avoir une sorte de garantie que vous avez la bonne taille de texel pour votre ombre. Après, il n'y a pas de miracle. Si vous ne donnez pas suffisamment de résolution à la résolution de la map ici, elle est importante. Si elle est grosse, vous allez avoir une ombre fine. Si elle est grossière, petite, vous allez avoir une ombre pixelisée. Voilà. Et bien sûr, dans tout ça, il faut utiliser les FBO pour générer dans des textures, etc. Il y a une autre technique d'ombre portée qui existe, mais que j'enseigne pas, parce que ça prend beaucoup de temps à développer pendant une séance de cours. C'est le shadow volume. Alors, il y a un très bon article de NVIDIA qui l'explique entièrement. Personnellement, j'ai participé au développement, on était 2 dessus, ça nous a pris quand même pas mal de temps à tout redévelopper. Bon voilà, c'est pas simple, mais l'ombre est meilleure. L'idée, je l'explique rapidement pour que vous ayez l'intuition. Je prends une boule cette fois-ci. Donc vous avez une sphère dont vous devez calculer l'ombre. Cette sphère, disons qu'elle est posée sur un plan. Elle est posée sur un plan et vous devez calculer l'ombre sur le plan. L'éclairage est là, directionnel ou pas, ça changera pas beaucoup de choses. Dans les calculs, c'est plutôt simple. Disons, prenons juste un éclairage directionnel. La technique en question fait intervenir le Geometry Shader. Donc il faut un Geometry Shader pour faire ça. Alors le Geometry Shader va repérer du point de vue de la lumière quelles sont les faces qui sont devant, du point de vue ici. Donc, vous calculez le normal des faces pour regarder si elles sont opposées à la direction de la lumière et elles sont devant. Vous avez aussi du coup repéré les faces qui sont derrière. Vous projetez, vous déménagez les faces qui sont derrière, vous les déménagez loin, disons presque vers l'infini, de manière à les avoir ici. Et vous continuez à raccorder les trucs, comme c'était, vous ne modifiez pas la topologie de l'objet. Donc vous déformez au fait l'objet de manière à le projeter vers une sorte d'infini. Et donc ensuite vous rendez cette scène sur une map et vous rendez cette scène sur une map en comptant le nombre de fragments qui sont dessinés dans la scène. Alors, si je dessinais correctement cette scène-là, donc on projette tous les objets vers l'infini. Il va y avoir une intersection entre ce tube-là et ce plan.
Hein, ce tube, il va rentrer en intersection avec le plan, a priori, dans un truc comme ça. Ok? Et il va passer en dessous. Ok. Et alors, si vous comptez, avant d'arriver au plan, si vous comptez le nombre de fois que vous avez traversé le volume qui est là, vous avez un nombre impair. Ici, vous avez un nombre pair. Ce tube, vous le traversez une fois pour entrer, une fois pour sortir. Vous avez, du coup, si vous faites un comptage, ici, vous avez du pair. Enfin, vous avez deux. Mais la méthode se généralise, au fait, pour dire, quand vous avez du pair, c'est que vous êtes rentré dans l'ombre et sorti de l'ombre avant d'arriver sur le sol. Alors qu'ici, vous êtes rentré dans l'ombre et vous êtes arrivé sur le sol sans jamais sortir. Donc, quand vous avez un nombre impair, c'est ombre. Hein, grosso modo, hein, j'explique vraiment grossièrement la méthode, c'est ombre, et quand c'est un nombre pair, c'est pas ombre. Voilà. Et cette technique, elle ne souffre pas de la résolution de la map, de la shadow map, hein, parce que ombre ou pas ombre, c'est géométrique. Voilà, ce qui détermine ce qui a été ombre ou pas ombre, c'est géométrique et c'est sur la résolution du rendu. Alors que, attention, ici, il y a le rendu qui a une résolution et il y a la map qui a sa résolution aussi. Après, vous pouvez me dire, mais on n'a qu'à avoir la même. Oui, mais alors il faut bien régler le frustum pour ne pas perdre des texels, avoir des texels qui servent à rien. Oui. Frustum culling, quoi d'autre? Backface culling. Des questions sur ça, c'est ça? Ouais, un peu de justement Pardon. comment justement la vue va faire qu'on va voir certaines choses à l'écran ou pas. Genre. Alors, il y a d'une part ce qui est fait par OpenGL sans notre intervention, c'est-à-dire avant d'arriver ici dans la boîte de rasterisation, il y a du clipping qui est fait par GL, il coupe, et pareil, il y a un calcul de l'orientation qui peut être fait pour les backface culling. Hein, déjà, le backface culling, c'est facile. Hein, si du point de vue du rendu... Ah zut, je reviens sur... Le backface culling, si du point de vue du rendu, quand j'arrive dans l'espace caméra, le triangle, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, par défaut, et que j'ai activé le backface culling, le triangle, il part à la poubelle. On dirait un cookie. S'il tourne dans le mauvais sens, poubelle. Le frustum culling. Alors, il y a deux frustum culling. Hein. En fait, il y a la technique de frustum culling qui empêche un morceau ou un objet d'arriver dans le pipe. Et il y a le frustum culling fait par le clipping fait par GL. Ah, ok, donc on parle de la technique d'optimisation ajoutée à celle d'OpenGL. Donc ça, c'est autre chose. Donc, imaginons un monde que je regarde d'en haut. Dans ce monde, j'ai plein d'arbres. Disons que chaque carré est un arbre. Que cet arbre-là, il a une géométrie hyper complexe. Et que moi, je suis le personnage qui se balade dans cette forêt. Et je vois un morceau de la forêt. Ok? Oui. Donc là, je te fais un schéma 2D, mais imagine en fait en réalité le schéma en 3D. Ok? Tu n'as pas juste une droite, tu as un plan entier à gauche, un plan à droite, hein, là, un plan complet, ici le plan NIR et ici le plan phare.
et le plan au-dessus de ta tête, et le plan en dessous. Il y a tous ces plans en fait. Et chacun des plans va venir, on va injecter dedans les bounding box de chaque objet. Ok, pour la bounding box, ça veut dire? Ouais, ouais. Ouais, pas la AAB, AABB, l'autre, celle qui tourne là. La ABB, ça m'intéresse pas, mais plutôt la vraie bounding box de l'objet, ou enfin bon, peu importe. En vrai, peu importe. C'est juste que l'autre, elle est moins. Elle grossit plus en fonction de certains angles. Peu importe. Donc, il s'agit de prendre certains sommets ici et de les injecter dans les équations, soit des plans parce qu'on est en 3D, soit des droites parce qu'on est en 2D. Ici, c'est une droite ici. Ici, c'est une droite. D'accord? En géométrie, il y a les histoires de intérieur-extérieur. Si je préserve toujours le même sens, si je dis que ça c'est dessus et ça c'est dessous, je ne sais pas si c'est OK. Donc si j'ai toujours le même sens de rotation, donc on considère qu'un point injecté dans cette forme-là, il est dessus, 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 dessus. C'est-à-dire, j'ai une équation, je décris toujours mes équations de la même manière, j'injecte un point dans mon équation et j'obtiens une valeur positive, par exemple. Ça peut être négatif, on s'en fout. Parce que, en fait, je t'ai perdu. AX plus BY plus C, bon, on s'en fiche de C, mais bon, plus C égale 0, c'est l'équation d'une droite. Ok? On peut faire la même avec l'équation d'un plan. Mais moins AX moins BY moins C, c'est l'équation de la même droite. Quand on injecte un point ici, on obtient un point qui passe sur la droite, qui est au-dessus ou en dessous. On peut avoir une valeur positive ou négative. Donc, quand j'injecte un point, je vais obtenir, disons, une valeur positive. La même valeur injectée ici, elle va être négative. Hein, la question, c'est, si je commence à décrire les trucs, je choisis comment je les décris. Je ne commence pas à jouer avec une description différente. C'est tout. Et tout le problème, en fait, consiste à dire, est-ce que j'ai toujours le même signe? Ce n'est pas une question de positif ou négatif, c'est toujours positif ou toujours négatif, peu importe. Donc, dans ma description de l'équation de la droite, ici, je suis toujours positif, par exemple, ou toujours négatif. Ça veut dire que le point que je prends, il est dans le frustum. Si c'est toujours le même signe, en fonction de ce morceau-là, de ce morceau-là, de ce morceau-là, de ce morceau-là. Et ça, j'ai fait un dessin en 2D. En 3D, le frustum, bien évidemment, il est composé de plans. Hein. Ce plan-là, P0, ce plan-là, P1, ce plan-là, P2, le plan qui est en dessous, P3, hein. Pas trop le dessiner, et P4, le plan NIR, et P5, le plan phare. Il y a 6 plans. Ils ont 6 équations. J'injecte dedans tous les sommets et je regarde si je suis toujours dans le même signe. Si c'est tout le temps positif ou si c'est tout le temps négatif. Le sommet en question, le sommet qui provient de la bounding box, dit il est dedans. Si une bounding box dit j'ai au moins un sommet qui est dedans, ça veut dire l'objet, il faut l'afficher. Si la bounding box dit aucun, où est-ce qu'elle est ma feuille avec ma forêt? Ah, elle est là. Lui, il va dire le signe il a changé. Lui, il va dire le signe il a changé. Lui, il va dire le signe il a changé, le signe il a changé, le signe il a changé. Et alors, pars pas dans le pipe. Poubelle. Voilà.
Poubelle, 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 poubelle. Et ça s'affiche. C'est ça la technique de Frostum Kelly. Qu'on peut combiner avec d'autres techniques d'optimisation. C'est-à-dire, j'imagine maintenant que mon univers, il est infini, très grand. Mon Frostum, il est là, tout petit. Mais par contre, j'ai plein d'objets. Plein. Est-ce que je vais tester tous ces objets comme un fou à chaque frame? Non. On fait la partition de l'espace, on va voir les autres. Voilà. On fait un partitionnement de l'espace. Alors ici, je suis en 2D, donc je fais des quad trees. En gros, je fais un arbre qui se coupe en 4, qui à chaque fois se coupe en 4. Et à un moment, il y a une feuille. Bon, je sais pas, il y a un moment, il y a une feuille. Et cette feuille-là, ça dit, je suis cet objet. Je suis à cet endroit-là. Et donc, comme j'ai partitionné l'espace, où se trouve, dans la partition de l'espace, où se trouve mon Frostum? Il se trouve à peu près là, entre cette feuille et cette feuille. Pardon, ce nœud et ce nœud. Mon Frostum, il se trouve entre ce nœud du quad tree et ce nœud. Donc ça sert à rien qu'il regarde. Je fais une intersection en fait entre mon arbre quad tree et mon Frostum, et ça dit ne prend que les enfants de ce nœud et de ce nœud là, et ne regarde que les objets à partir de ce nœud et de ce nœud là. Hein, la version 3D de ce truc là s'appelle un octree. On coupe le cube en combien du coup? 8. Ça. Oui, oct. Parfois je m'étonne. Voilà, on coupe le cube en 8, mais en fait on a un arbre qui a 8 enfants. Et à chaque nœud, j'ai 8 enfants et je coupe en 8. Le tout est de couper l'espace autant de fois que nécessaire pour discriminer les objets qui sont dedans. Fabriquer un arbre de ton espace de ta scène, et ensuite déterminer quels sont les nœuds qui vont interagir avec le Frostum, et enfin faire le Frostum culling. Et là, c'est la version la plus ultime presque de l'optimisation. Mais c'est chaud hein, de faire tout ça. Après, il y a des problèmes qui s'y prêtent bien. Mais... Ouais, mais ça, c'est surtout quand on s'attaque à des trucs du genre univers infini et tout. Après, si on fait du procédural, on peut toujours s'arranger pour que le procédural soit dans notre Frostum. Et pas faire du procédural en dehors de notre Frostum. Voilà, du coup, on s'évite à faire ce truc-là si on est 100% procédural. Bon. Ok. Donc, par rapport à tout ça, on va reprendre l'exemple de, je ne sais pas combien de temps on était dessus. Il y a quelques semaines, on était sur ça. C'est un exemple qui est pas mal pour faire de l'ombre. Même si va falloir que j'enlève des choses. On va garder des cubes, mais à une hauteur bien particulière. Pas les avoir tous. Se faire un plan éventuellement pour avoir l'ombre dessus. Et positionner la lumière quelque part. Ouais. Bon, il y a quand même pas mal de dev à faire pour préparer les choses.
disons que notre première mission, c'est d'avoir et un rendu du côté de la caméra et un rendu du côté de la lumière. La première mission, c'est de voir la caméra et la lumière. Alors, il y a un côté vraiment, faites très attention quand vous faites du shadow mapping. À toutes les étapes, vérifiez, checkez bien que vous avez généré les bons trucs, parce qu'à un moment, on est à l'aveugle. Hein, on peut passer rapidement une journée à chercher pourquoi ça ne marche pas. Bon, si vous êtes pressé, je dois avoir dans les sample projects un exemple de shadow mapping. Comment je peux le trouver? À mon avis, avec le mot shadow. Après, on peut partir aussi. J'aime bien refaire des trucs. Je me souviens plus de celui-là, initial. Effectivement, il y a du shadow mapping. Mais je sais pas s'il est dispo en ligne. Il y a des trucs que je mets pas en ligne parce que des fois c'était des exercices à faire. Et je pense qu'il n'est pas en ligne. Je dois en avoir un autre qui est en ligne. C'était quoi l'autre dossier que initial? Ah non, celui-là. Celui-là, je suis presque sûr que vous l'avez en ligne. Oui. Ça, c'est l'exemple... l'un de mes premiers exemples de shadow mapping. Je crois que la lumière, je peux la bouger, non? Je ne sais plus avec quel raccourci clavier, par contre. Non, c'est les balles que je peux bouger, alors. Ah oui, c'est les balles que je peux attraper. Bon, c'est un exemple qui combine d'autres choses. Hein, il combine la sélection en plus d'objets. Donc dans cet exemple, bon, je ne sais pas si la lumière peut bouger. Mais donc, il faut réaliser qu'on a un rendu qui se fait du point de vue de la lumière. Ça fabrique une shadow map et un rendu qui se fait de là, donc comme vous le voyez là, et qui utilise cette shadow map. Dans le code, on a fabriqué un tas de textures différentes qu'il faut checker une par une pour voir si elle a bien rendu ce qu'il faut. Hein, vraiment, on est dans du deferred rendering, donc du rendu différé. On voit qu'on a plein de matrices. Une view matrix, une projection matrix, que ce soit pour la light ou pour la caméra. Et bon, la modèle matrix, elle est la même pour les deux. Bon, je pense que... Alors, qu'est-ce que vous préférez? Je peux vous expliquer cet exemple ou on peut faire le nôtre. Enfin, vraiment, c'est le premier qui me dit que je vais suivre. Ça va nous prendre du temps, mais bon, moi ça me va. Ok. Donc, on va commencer par appauvrir cet exemple en récupérant la fonction cube. One object, c'est ça. Il y a un translate. Ici, si on plaçait tous les cubes à 0 en Y,
déjà. Pas trop mal. Hop, on va peut-être les mettre à 1. On prend la caméra. Où est-ce qu'elle est la caméra? X, Y, Z. On se surélève un tout petit peu vers 4. On se rajoute un quadrilatère assez grand. Donc un cube quad ID. Le quad il servait à quoi déjà? Ah, le quad il servait à faire du shader pur. Ok, one obj là. Une fois que j'ai fini de dessiner one obj, je vais faire un GL4 DU load identity F et je vais faire un GL4 DG draw quad ID. Alors, est-ce que je le vois? Pas nécessairement. On va grossir le quad. Ah oui, il faut que j'envoie la matrice. GL4DU send matrices. Et là, GL4DU scale F. On va faire un petit 100. 100. Wow. Oui, il faut que je le tourne. Faut que je le tourne. GL4DU rotate F autour de l'axe des X de moins 90. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là et je le vois pas? Ou est-ce qu'il n'est pas là? C'est bien embêtant ça. Alors je vais mettre les cubes un tout petit peu moins haut pour voir s'il les coupe. Non. Mettre à 0. ST6. Oui. Bon, j'ai bien mes cubes qui sont en train de se noyer dans un plan. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un plan pour venir travailler l'ombre dessus. Ce plan on va lui donner une couleur. Donc je vais remettre les cubes un tout petit peu plus haut. La taille des cubes qui est petite et les cubes. La couleur mat ambiant, on va mettre du blanc, et mat diffus, on va mettre du blanc avant de dessiner le plan. Ici. Voilà. Ça m'embête, c'est pas assez blanc. Pourtant j'ai mis Vige programme PX 0, mat ambiant, spéculaire.
pas toujours comme je veux. Ok. C'est juste un problème d'éclairage alors. Si je fais ça, pour le moment je vais le mettre dans les rouges. Voilà, ce qui est rouge c'est le plan. Alors, je sais plus où est la lumière dans tout ça. On aimerait la mettre par là. Je vais encore m'éloigner un peu, histoire de bien voir la scène. 18. 8 ici en hauteur. C'est peut-être un peu trop loin. Et alors c'est bizarre que les cubes ils soient en haut. Bon. X, Y, Z. Sauf que ce translate, il vient après la rotation. Oui, c'est bon. X, Y, Z. Ça va modifier les axes. Je le fais dans l'autre sens. Wow. Bon, je le remets bien à la fin. Pourquoi mes X, Y, Z? Pourquoi mes cubes, j'ai l'impression qu'ils sont en hauteur? Ou alors c'est une... Bon, à l'aide. Là, j'ai bien une translation, une seule, pour chacun des cubes. Et la translation concerne pas le... Enfin, en Y, la translation, elle est de 0,5. On est d'accord? À la limite, je peux commenter tout ça et laisser juste une translation. Ok. Donc là, les cubes, ils sont les uns sur les autres. Et effectivement, cette impression qu'ils vont en hauteur, c'est juste le Z. Ok. Donc ici, je vais faire un surround. Et je vais mettre un 10. Peut-être en mettre moins. Et m'écarter un peu. Encore. Désolé, hein, je essaye de faire une scène. Donc, ok, m'éloigner encore un peu, monter encore un peu.
Voilà. Rapetisser un peu les cubes et les faire tourner. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Ce qui me donne l'impression qu'il flotte un peu, c'est le manque d'ombre, justement. Mes cubes sont à peu près là. Et moi, je vais venir me placer une lumière ici. Je vais essayer, dans un premier temps, juste de voir la scène du point de vue de la lumière. Peut-être qu'à la place de cube, on va utiliser un tore. Cube. Ça, c'est pour le côté... le cube, on va l'appeler tore direct. J'ai une tore russe F. Alors, torus, c'est 3 paramètres. C'est ça, un slice et un radius. Et on va les laisser plutôt debout. Rotate key là, on va pas le faire. Non. Comment on va différencier le point de vue de la lumière du point de vue... Bon, on laisse comme ça. On verra bien. Donc il faudra juste qu'on fasse la différence entre le point de vue de la lumière qu'on va positionner par là et ce point de vue là qui est différent. Enfin, parce qu'on n'aura pas tout de suite l'ombre. Donc la première étape va consister à préparer un rendu d'un point de vue différent. Donc ce rendu d'un point de vue différent va aller dans une shadow map. La shadow map, vous pouvez choisir de lui donner la résolution de la fenêtre ou carrément n'importe quelle autre résolution. Juste faites attention au viewport à ce moment-là, à bien le régler à la résolution de la shadow map. Donc il nous faut une texture supplémentaire, je ne sais plus, ici j'avais 3 textures, je ne sais plus ce que j'en faisais. Bon, il y avait les histoires de flou et tout, bon, on va essayer de laisser ça toujours dispo. On passe à 4, donc juste une seule texture, oui c'est ça qu'il me faut. Ici, histoire de rendre le truc un peu plus flexible, size of tech divisé par size of étoile tech. Du coup la même chose au moment où je fais les deletes. Voilà. J'avais pas le délai de texture. Ok. Ça libérait pas la mémoire, hein, attention. J'ai oublié de le faire. Donc j'ai 4 textures. Maintenant, je les paramètre. Quand est-ce que je les... Quand est-ce que je lui envoie... Ah, dans le resize. Dans le resize, je lui envoie sa résolution à la texture numéro 3. Et alors, ma texture numéro 3, pour l'instant, je vais la mettre en RGBA. 32F. Mais en vrai, elle sera en depth component après. RGBA. Donc j'ai une texture qui est tech 2.3 qui va servir à la shadow map. Il me faut un shader qui va me faire le rendu de la shadow map et il me faut des matrices
qui correspondent au point de vue de la lumière. Donc, des matrices qui correspondent au point de vue de la lumière, c'est surtout la projection matrix et la view matrix. La modèle matrix, c'est celle qui modélise les objets dans la scène. Donc la scène, elle est toujours modélisée exactement de la même manière. C'est juste comment c'est projeté et comment c'est vu qui est différent. Donc, c'est ces deux-là où il nous faut deux autres. Alors, la projection matrix, on peut la définir une seule fois, celle de la light. Par contre, la modèle view matrix, il faudra la faire en fonction de la position de la light. Donc, disons qu'on l'appelle L projection matrix ou light projection matrix et light view matrix. Donc il faut créer ces deux-là, light view matrix. La projection matrix. La projection matrix, on va la recopier, créer la light projection matrix en prenant, disons, le cas le plus favorable, c'est une projection orthogonale. C'est le plus facile à gérer dans un premier temps avant de passer sur une autre qui serait non orthogonale. Là, il faut quand même voir que cette matrice orthogonale va de moins 0,5 à plus 0,5. Il y a une histoire de ratio. Et de 2 à 100. Ma scène, à peu près, la scène que j'ai modélisée, je ne sais pas si elle s'exécute encore. Oui. Je vois même pas les bords du... Bon, je vais peut-être faire en sorte de voir les bords de la scène. Tu es où? Tu es là. On va faire un petit 12 ici tout haut. Je pense qu'on verra les bords à droite et à gauche. Voilà. Donc ma scène, elle est comme ça. J'ai bugué. Ma scène, elle est comme... Pourquoi je veux voir les bords déjà? Oui. Donc, imaginez, vous êtes là. Bon, vous voyez le curseur de la souris. Imaginez, vous êtes là où il y a le curseur de la souris. Il y a la lumière qui est là. Vous voulez voir toute cette scène-là, qui fait de moins 12 à plus 12. Le moins 12 à plus 12, c'est parce que c'est dans le code. Bon, à peu près. Je ne fais pas un truc qui marchera à coup sûr, quelle que soit la scène. Mais comprenez que je m'adapte à ma scène. Donc, de l'autre côté, c'est toujours moins 12 plus 12. Et on est en train de voir un volume de projection orthogonal. Donc, vous pouvez directement le choisir de moins 12 à plus 12, au fait, pile. Juste ce qu'il faut. Donc, là, les 12 qui sont là, je pourrais mettre dans une variable plus tard et éventuellement proprement. En fait, je les reprends ici. Voilà. Je vois à partir de 0 et jusqu'à 100. Enfin, peu importe, je peux mettre 1000 aussi si je veux. Donc, dans ma scène qui est là, si j'ai une lumière qui est positionnée ici, vous pouvez imaginer un volume qui englobe tout ça et qui regarde vers cette direction-là, vers la direction de la scène. Et donc, ça va être une projection orthogonale. Pour le point de vue, c'est-à-dire la matrice de vue de la lumière, elle est là. Dans le code, elle s'appelle LP0. Elle a une position. Alors, actuellement, sa position, c'est au fond de la scène.
Bon, on va la mettre à droite, comme je l'ai dessiné sur le papier, et plutôt pas au fond, et plutôt haute. On va mettre, je sais pas, un 8 de hauteur et un 12 à droite. Donc ma lumière, elle est a priori par là. D'ailleurs, on l'aperçoit, hein, on perçoit qu'elle est par là. Donc on va essayer de voir la scène juste du point de vue de la lumière maintenant. Alors, dans les PID, on va s'en rajouter un autre. On va probablement s'inspirer de light.vs, mais probablement pas de light.fs. On va l'appeler shadowmap. .vs et shadowmap.fs. Et donc dans shader light.vs, on sauvegarde ça sous le nom de shadowmap.vs. Ici, on a une light projection matrix, une light view matrix et une modèle matrix. J'ai pas besoin de grand chose, juste dessiner la scène. Alors je me souviens plus exactement de quoi j'ai besoin, mais en gros, a priori le minimum syndical pour le moment. Hein. VSO mode position qui était, voilà, je l'ai écrasé, mais c'est pas grave. VEC4 de VSI position complétée de 1.0. Hop, et ça pas besoin. Et du coup tout ça je crois pas besoin. Voilà, grosso modo, hein, ouais. Ah, j'ai fait projection, merci. View. Et j'ai oublié la mode aussi. La modèle, même si c'est pas celle de la light, c'est la modèle. Hein. C'est la modèle de tout le monde, en fait. D'accord? Donc, on multiplie par modèle, on multiplie par la vue de la light, on multiplie par la projection de la light. Et de l'autre côté, alors je sais pas quel shader est un peu pauvre, ID VS, MixFS, ouais, MixFS. J'ai pas besoin de grand chose non plus. J'ai donc une shadow map. Il s'agit dans un premier temps de visualiser simplement ce que c'est que la profondeur, parce que la shadow map c'est une carte de profondeur, la profondeur du shadow. Donc une sortie frag color et frag color égale VEC4 GL frag coord.z, la profondeur du fragment. On va essayer de visualiser ça. Hein, c'est notre premier challenge à ce moment-là. Comment on fait déjà, est-ce que là on va bien loader ça. Alors c'est maintenant que ça va commencer à être délicat. L'opération va commencer à être délicate. Donc a priori, pas de souci aux compilations de shader. Alors, je dis que la situation est délicate parce qu'il s'agit de rendre la scène 2 fois. Donc, vraiment,
faut aller piocher là-dedans. Qu'est-ce que c'est que la scène? Alors, ça va commencer à être chaud. Alors, la scène, elle commence où exactement? Je dirais à peu près par là. Ça, c'est la scène, la scène, la scène, la scène. Ça, c'est la scène, la scène, la scène. Et ça, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est d'autres trucs que je faisais. Je pense que la scène, c'est à peu près ce morceau-là, qui est rendu par le shader normal, de rendu de la scène. Il faut prendre la scène, la mettre dans une fonction, faire peut-être que la fonction soit paramétrique pour lui dire rends-toi de telle manière ou rends-toi de telle manière. En fait, on lui propose des options, quoi. Elle va se rendre, par exemple, du point de vue de l'éclairage ou pas, ou du point de vue de la caméra, et rendre les objets, etc., remettre les matrices, enfin, tout pareil, enfin, ça dépend des besoins. Et donc après, on va juste checker si on a d'un côté un rendu normal, de l'autre côté un rendu du point de vue de la lumière, avant d'avancer et d'aller plus loin pour la suite. Donc ici, je propose qu'on crée une fonction static void scène, je ne sais pas encore pour les paramètres, je mets void pour l'instant. Je propose que, donc, peut-être en fonction des paramètres, on choisit le shader, on choisit les matrices, on choisit un tas de choses, jusqu'à à peu près ici. Donc ici, on a un appel à scène, à peu près. Donc là, qu'est-ce qui ne va pas? Angle. Donc premier paramètre de la scène, GL float angle. Donc il faut transmettre angle. Il va y en avoir d'autres, des soucis. Donc la scène, elle va choisir son programme. J'ai envie de dire oui, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure option, mais on va faire comme ça, PID. Et donc ici, on va lui envoyer PID de 0. Donc là, à chaque fois qu'on a un PID de 0, on remplace par PID. Donc voilà. Donc la scène, elle reçoit le bon PID. Ici, on est du point de vue de la caméra. Le lookat, c'est du point de vue de la caméra. La light position, on en a besoin que quand on fait un... Enfin, le calcul d'éclairage, on n'en a pas besoin du point de vue de l'éclairage. Faut juste réaliser que tous ces trucs-là, en ambiant, tout ça, blabla, on n'en a pas nécessairement besoin. Est-ce qu'un objet, quand il se dessine, il y a quelque chose de particulier à part le fait de ces choses-là, on n'en a pas nécessairement besoin, mais c'est pas bien grave. Non, OneObject, je peux le laisser tranquille pour le moment. A priori, je vois pas de contre... Enfin, d'exemple qui montre que ça va poser un problème. Et là, on va peut-être s'envoyer un booléen pour dire shadow map ou pas, quoi. GL boolean. SM pour shadow map. Donc, if SM, alors view matrix, comme ça, else, if, non, pas de if, else. Non, ça c'est pas shadow map, ça c'est l'inverse de shadow map. Else. Alors c'est quoi la matrice vue?
Alors la matrice vue, et les caractéristiques de la lumière, c'est quand c'est pas la shadow map. Et quand c'est la shadow map, c'est la matrice light view matrix. Et la position de la lumière devient la position de la caméra. Attention, donc ça là, bon, je vais l'écrire un peu, bon, je vais faire un peu le barbare pour le moment. Je vais reprendre les valeurs 12, 8. Les valeurs c'est 12, 8 et 0. Ça c'est position de la lumière. La caméra se trouve là où il y a la lumière. Et la caméra regarde 0, 0, 0. Le centre de la scène. Voilà. S-rand, machin, dessine ça, fait ça. Ok. A priori, ça veut dire qu'à un moment ici, je suis passé en mode modèle matrix. Je le reprends ici, histoire d'être sûr. Modèle matrix, c'est la même pour tout le monde. C'est juste là, on est différent. Ici, on est différent. Ici, on s'en fiche un peu. Voilà. Donc, j'aimerais pouvoir dessiner la scène comme ça, en mode pas shadow map. Alors, pas shadow map, c'est false. Et j'aimerais pouvoir dessiner la scène en mode shadow map. Alors ici, c'est un depth attachment texture de 2. Là, j'ai un draw buffer. Et là, donc, j'ai quoi? Un PID 0, PID 1, PID 2, PID 3. Je suis pas sûr de moi, mais on n'est pas loin. En gros, voilà le schéma. Commence par, tu binds le FBO, par cette texture 3, c'est elle qu'on avait dit que ça servirait à la shadow map. Cette texture de 3 comme une color attachment. Et utilise texture de 2 comme une depth attachment. Efface l'écran, dessine scène en mode shadow map avec PID de 3. Et ensuite passe en texture de 0, texture 1, texture 2, fais le reste comme tu avais l'habitude de faire. Là, on va juste checker qu'on n'a pas tout cassé. Ouf. Deuxième chose, on va checker si dans texture de 3, il y a quelque chose qui ressemble au point de vue de la... Alors, comment on faisait déjà pour voir quelque chose? Vers la fin, on va tricher. Je me souviens plus. Là, c'est le mix, c'est ça. Peu importe, vers la fin, on va utiliser ce genre de texture, là. Text to frame. Ce genre de fonction de GL4D. Ça va nous permettre de gratter du temps. Je sais pas, j'espère que ça marche. J'ai dit de passer la texture 3 comme si c'était la frame. Je sais pas si ça marchera. Ça a l'air ambitieux, mais... Ah si, ça marche. Enfin, ça a l'air de marcher. Vous voyez rien, c'est ça? Ok. Comment je peux vous faire voir quelque chose? Je vais dans le shader de la shadow map.
fais un pot de ce truc-là, 0.1. Oh, c'est un peu trop blanc. Je fais un divisé par GL fragcord.w. Oula, là il y a une erreur. Ah non, il n'y a pas d'erreur. Ah si. Non, toujours pas. Bon. Comment je peux faire pour augmenter les contrastes? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, donc j'ai une valeur qui n'est pas assez forte. Je vais la multiplier. Alors, je fais de la cuisine hein, juste pour que vous puissiez voir. Sinon le résultat il est ok. Hein, c'est le... ah, voilà. Là vous voyez, mais j'ai peut-être un peu trop multiplié. Par 5 peut-être. Et puissance 2. Bon, là vous voyez. Est-ce que ça vous semble plausible? Ce qui est noir est proche, ce qui est blanc est loin. Donc là, on est a priori en train de voir la profondeur. Voilà. Je vois pas trop le plan. L'impression qu'il n'est pas dessiné. Bizarre. Bon, bah ouais, mais non, mais j'aurais cru qu'il y aurait ah oui, non, c'est une vue orthogonale. Oui. C'est une vue orthogonale. Et comme on voit pile la taille du plan, on est pile, effectivement, c'est lui qui donne le dégradé. J'espérais voir un petit bord qui dépasse, vous voyez. Du coup, on fait légèrement plus gros que l'orthogonal, que le plan, histoire de juste de se rassurer. Parce que vraiment, quand vous faites du shadow mapping, il faut y aller étape par étape. Vous voyez, les bords là sont visibles. Les bords noirs, c'est le fond. D'ailleurs, la question c'est est-ce que le fond devrait être noir? Mais peu importe, là pour le moment, on le prend comme une couleur. Mais nous, on était pile comme il faut. Donc la matrice orthogonale, elle était parfaite. Elle voyait pile toute notre scène qu'il fallait ombrer. Donc voilà. La prochaine étape, qu'on poursuivra à partir de la semaine prochaine, mais je vais nettoyer un peu ce code-là. Voilà, vous vous souvenez un peu de ce qu'on a fait. Je vais juste faire en sorte d'enlever les constantes un peu partout et de les remplacer par des noms bien propres. Ce qu'on va faire à la suite de ça, c'est qu'en réalité, au lieu d'avoir un calcul de couleur ici, on va juste demander au fragment de sortir le frag depth, ce qu'on appelle juste la profondeur. Donc ça fait un shader beaucoup plus léger et qui prend moins de temps. La shadow map, elle est enregistrée a priori. Et donc la prochaine étape, c'est de l'utiliser. Il y aura une étape enfin moi ça m'arrive souvent de l'oublier cette étape-là. C'est que quand je suis en mode shadow map, où est-ce que, ouais, là c'est quand je suis en mode shadow map, c'est-à-dire cette variable que j'ai créée, que j'ai mis un trou quand c'est shadow map,
il faut inverser le dessin face avant, face arrière des objets. Je m'explique juste sur ça avant de terminer. Vous avez une boule, vous la regardez du point de vue de la lumière. En réalité, vous ne cherchez pas la profondeur de cette partie de la boule pour lui faire l'ombre. En réalité, vous cherchez la profondeur de cette partie de la boule pour faire l'ombre. Pourquoi? Parce que ici, vous faites un test qui sert à rien. C'est pas cette partie-là qui commence à fabriquer l'ombre. Elle est effectivement devant, mais c'est plutôt tout ce qui est derrière cette partie-là qui est dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui est derrière la partie bleue qui est dans l'ombre. Donc vous, votre depth limite à partir de laquelle vous commencez à dire c'est dans l'ombre, à partir de quand c'est dans l'ombre, c'est à partir de ça. La ligne rouge que je viens de dessiner. C'est à partir de la ligne rouge que c'est dans l'ombre. Donc au fait, quand vous dessinez l'objet du point de vue de la lumière, vous inversez les faces avant et les faces arrière pour dessiner que les faces internes des objets. Donc ça, on peut le faire dès maintenant. Ça, c'est juste dire, quand c'est ça, il faut que tu fasses un GL front face, c'est ça? Front face, GL, je sais plus, je crois que c'est truc avec counterclockwise et clockwise. Le cull face, on l'active. On active le cull face et on dit quelle est la face. Je crois que la réponse c'est j'ai cull face et c'est j'ai stand. Ou tout simplement utiliser front face pour dire laquelle est la front et laquelle est la back. C'est vrai que c'est une autre façon de faire. Counterclockwise ou clockwise en fait. Counterclockwise c'est la normale ou clockwise c'est ouais bon allez GL cull face GL front et GL enable GL cull face, c'est ça? Alors je sais pas si le GL enable GL cull face on le met tout le temps ou pas. Et là, dans l'autre situation, GL cull face, GL back, sachant que c'est elle qui a appelé derrière, et enable cull face, on teste la depth. Alors le fond disparaît, mais ça m'embête pas. Pourquoi? Parce qu'il fait de l'ombre sur personne. Derrière le plan, il n'y a pas quelque chose qui est en dessous. Il n'y a rien en dessous. Le plan n'est pas une forme fermée, donc il a un souci d'ombre. En réalité, un plan, il faut le dessiner des deux côtés, si vous voulez faire de l'ombre avec un plan. Mais là, on a les faces avant, on vérifie juste qu'on a toujours le dessin normal quand je demande le dessin normal, c'est-à-dire quand je commande ça. Et on termine là-dessus pour aujourd'hui. Oui, j'ai toujours le dessin normal. Donc pour le moment, je vois bien la scène du côté caméra. Je suis capable de voir la scène du côté lumière. Alors, la prochaine fois, on mixe les deux pour faire de l'ombre portée. Merci.